Le contexte de mondialisation qui semble plutôt favorable. Évidemment, on a une population qui est croissante sur la Terre. Est-ce que ça, c'est favorable à la Terre? Je ne sais pas, mais en tout cas, à l'export, oui, bien entendu, avec l'enjeu de nourrir une population qui est de plus en plus grande, qui devrait approcher les 9 milliards d'habitants, sinon presque 10 dans les décennies qui viennent. La France est la 7e puissance économique et une demande de commerce mondial en forte croissance, plus 8% depuis 2020, soit un triplement en 15 ans. La France, dans ce contexte, où est-elle? Elle est deuxième exportateur mondial jusqu'en 1995, mais elle n'est plus aujourd'hui qu'en 6e position. Il faut donc qu'on se pose des questions. Un coût du travail qui est pénalisant en France. On ne va pas faire de grands discours, on le connaît. Un écart important entre les salaires des différents pays européens, en particulier l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la Pologne, bien entendu, des ratios qui sont parfois très élevés. Et le sujet est particulièrement vrai pour le maraîchage, notamment entre l'Espagne et la France. Les objectifs des États généraux de l'alimentation, eh bien, renforcer les positions, évidemment, de la France dans le négoce international, appréhender l'impact des exportations, améliorer la promotion de l'offre agroalimentaire, on en a parlé, de cette image de la France qui est essentielle, renforcer la compétitivité, développer la culture de l'international pour nos agriculteurs, via les coopératives et les sociétés agricoles, et puis améliorer et adapter l'accompagnement des entreprises à l'international. Et pour ça, il y a un certain nombre d'institutions qui existent et qui fonctionnent très bien. On peut citer Taste France, Team France Export, Business France, il y en a un certain nombre. Et puis, bien entendu, le livre blanc de l'agro que je vous signale, ou exporté en 2021. Voilà. L'heure est venue des pitchs, madame, monsieur, pour parler de l'export. Alors, vous allez pitcher à 3. À deux. Mathieu Daudelagrave, vous êtes partenaire chez Kea Partner. Et puis Valérie Bonnement, directrice générale adjointe chez Hopscotch. Merci à tous les deux. Vous avez travaillé ensemble. Oui. Donc pour cette présentation qui a pour thème le Paris Baguette. Absolument. Alors là, on est bien dans le français. On est bien dans le français et on espère vous réveiller un petit peu avant le déjeuner. Le créneau n'est jamais le plus facile, on le sait bien. Vous allez nous ouvrir l'appétit en tout cas. Alors, nous sommes Mathieu et Valérie et nous venons vous proposer notre projet pour l'atelier Export. Alors peut-être que l'information ne vous a pas échappé. En tous les cas, moi, elle m'a fortement interpellée. La mozzarella a largement devancé les ventes du camembert français, de notre camembert français. C'est incroyable, non? En tous les cas, ça s'est passé. Alors, du coup, nous, on s'est dit, voilà, il faut qu'on trouve une idée parce que on ne peut pas être étonné comme ça que notre balance commerciale se dégrade d'année en année et finalement les importations qui doublent, les exportations qui stagnent, il faut qu'on trouve une idée. Alors nous avons cherché un produit emblématique de notre patrimoine, un produit français qui représente tout notre savoir-faire et notre diversité des produits et la qualité des produits français alimentaires à l'export, c'est la baguette. Mathieu, pourquoi la baguette? Alors, Valérie, peut-être avant de répondre à cette question, moi je dois vous dire, moi j'aime la baguette. Alors, c'est ma petite Madeleine de Proust, je ne sais pas si vous aimez la baguette aussi. Voilà, je me souviens, enfant, j'allais acheter du pain avec mon père, chose que je reproduis avec mes enfants, alors j'en ai 3 pour ceux que ça intéresse. On va faire un concours. Ouais, j'ai l'impression que c'est le thème de la journée. J'en ai 4. Bravo Valérie. Et finalement, à y regarder de plus près, la baguette, on la prend à toute heure de la journée et avec tous les produits et à tout moment finalement. Ça peut être le matin au petit déjeuner, moi j'ai pris un bout de baguette. Tout à l'heure, là il y en a déjà qui commencent en entrée avec un bon pâté, avec une bonne viande, un bon poisson, avec du fromage bien sûr, un petit verre de vin avec modération. Hein. Mais finalement cette baguette, elle symbolise aussi à la fois des produits sains et durables,
et accessible, parce que tout le monde peut s'acheter une baguette. Et je pense que l'accessibilité aussi est un point qui nous semble important à apporter. Et finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est, alors si vous me permettez l'image, c'est un peu comme le panache blanc qui rallierait l'ensemble de l'alimentation, l'ensemble des produits français pour promouvoir nos produits à l'export. Et donc concrètement, Valérie, comment on va s'y prendre? Alors on vous propose une véritable offensive, une offensive commerciale et on va tous s'y mettre ensemble. L'idée c'est d'abord de créer une communauté, de rassembler tout l'écosystème, que ce soit les producteurs, les céréaliers évidemment, les artisans, les industriels et tous les acteurs dont tu as parlé précédemment Mathieu. On va rassembler donc tout cet écosystème, on va faire en sorte de créer un symbole fort. Alors évidemment, autour de ce projet que, comme vous l'avez rappelé, nous appelons le Paris Baguette. Donc un symbole fort qui sera une baguette, évidemment, que nous allons systématiquement accoler au logo Taste France. J'espère que vous connaissez cette marque Taste France qui a été lancée l'année dernière. Et évidemment, l'idée de notre projet, c'est de capitaliser sur la marque Taste France et de s'inscrire complètement dans le projet. Alors, on va créer un logo, on en a parlé. On va créer aussi une campagne de communication avec des activations sur les réseaux sociaux. Il s'agit aussi de toucher les jeunes. Et puis, pourquoi pas, créer la journée de la baguette en France et à l'international. Alors, au-delà du symbole, de la communauté, on va aussi créer des Learning Expeditions. Et des Learning Expeditions, l'idée, c'est d'aller chercher des influenceurs à l'international, des acteurs de l'agroalimentaire à l'international, de les faire venir chez nous en France, de leur faire découvrir notre savoir-faire. Et puis, nous aussi, de s'intéresser à la diversité et la spécificité de leur façon de consommer aussi à l'international et de mixer tout ça. Alors pour finir, vous l'aurez compris, pour réussir ce défi, il faut aller bien au-delà il faut rassembler l'ensemble des filières, il faut que tout le monde s'engage, au-delà évidemment de la meunerie française, parce qu'on ne veut pas vendre que des baguettes. Et parce que même si la baguette, finalement, c'est une représentation de la France, de ses territoires, de ses entreprises, des hommes et des femmes qui produisent et qui vendent des produits qu'on veut durables, sains, comme l'a rappelé le ministre, et accessibles. Voilà, donc voulez-vous faire avec nous ce Paris Baguette? Merci beaucoup. Ah, il y avait le Paris Baguette. On ne met pas forcément un S à Paris. On va quand même capitaliser aussi sur la marque Paris. Oui, alors quand on parle de capitaliser, la capitale... Bon, je vais m'arrêter là, parce que entre les S, la capitale... En tout cas, bravo, merci pour cette présentation de ce pitch. Alors, vous avez dit des choses essentielles. D'ailleurs, tiens, j'ai vu l'autre jour qu'il y avait le hashtag remontada du camembert. Vous saviez ça? Puisque le camembert s'est fait tailler des croupières par, vous l'avez dit, par la Mozza, eh bien, il y a hashtag la remontada du camembert qui a été montée par une entreprise française qui fait du camembert, bien entendu. Stéphane Iris, je vous ai vu sourire. Alors, vous êtes député du Loiret, donc forcément attaché aux marques de la France. On parlait de Testing France tout à l'heure. C'est des sujets qui vous parlent, ça, forcément, la baguette. Oui. Et pas que la baguette. Je crois qu'en fait, c'est majeur le thème qui a été abordé sur la baguette et au-delà du symbole, parce qu'en fait, vous parlez de savoir-faire, de qualité, de sain, de nutriments sains, d'aliments sains. Et je crois que l'export, on est bon en France, on est bon, mais on peut faire mieux et on fera mieux, à mon avis, si on s'engage dans ce champ encore plus de la qualité et du savoir-faire. Et ça, on doit développer absolument ce côté à l'export. Donc, vous avez dit aussi, il faut être offensif, et c'est vraiment les bons mots. Soyons offensifs. Il y a eu, dans le cadre de France 2030, vous le savez, plus de 2 milliards pour l'innovation, la recherche. Et c'est toute cette partie qu'il va falloir exporter, en plus du socle, comme vous l'avez dit, que nous avons sur l'export. Jérôme Cohn, vous êtes directeur de la CMA territoriale, donc la Chambre de métier et d'artisanat. On parle baguette, évidemment, ça vous parle, l'artisanat français. Cet artisanat français, et quand vous le voyez dans le CFA, nos CFA,
l'export, c'est quelque chose qui parle aux jeunes qui travaillent. Et puis après, dans nos entreprises artisanales, il y a une vraie résonance. Oui, l'export, c'est un élément fort qui démarre par la formation. L'export, c'est l'excellence. L'export, c'est l'innovation. L'export, c'est la capacité à transmettre les savoirs et à transmettre des savoirs consommés. Donc nous avons fait le pari à la Chambre de métiers du Loiret et dans son CFA autour de la gastronomie des métiers alimentaires que sont les métiers de la pâtisserie, boulangerie, des confiseurs, des glaciers, des bouchers, des charcutiers, des traiteurs, mais également des cuisiniers. Et nous avons créé une école internationale de bistronomie et de gastronomie. Et nous formons des professionnels étrangers au savoir-faire et à l'excellence française, et celle notamment qui est déployée en région Centre-Val de Loire, puisque nous sommes également attachés dans cette école. Lorsque nous formons à l'export, c'est former au savoir-faire, l'excellence, qui passe par le lien avec les producteurs et la connaissance des produits, le lien avec les industriels qui font les technologies pour pouvoir avoir ces niveaux de savoir-faire et ces niveaux d'excellence, le lien avec les meilleurs sourceurs et les meilleurs, je dirais, lieux de veille pour essayer d'anticiper les besoins de consommation et ne pas faire des formations en retard de ce qui attend, la production, parce que ça ne sert à rien de produire en retard. Il faut produire avec la légère avance qui fait que le consommateur il est intéressé et attiré au-delà de tout cela. Et puis l'excellence des savoir-faire, c'est de travailler également avec ceux qui font l'image d'excellence de la boulangerie, de la pâtisserie, de la cuisine, de la restauration. Donc nous sommes dans cette démarche-là depuis 4 années. Nous avons formé des professionnels étrangers et nous continuons sur cette démarche-là. Et ça, c'est une forme d'export. Ce n'est pas forcément aller dans le pays étranger, c'est faire venir des professionnels étrangers pour prendre part. Et après, quand ils mettent en œuvre, de toute façon, ils vont devoir utiliser une part d'ingrédients et de produits qui sont les nôtres et une part de produits qui sont les leurs. Philippe Gutzmann, quand on entend Jérôme Ghosn qui parle de l'excellence et de cette image, c'est quelque chose qui résonne véritablement à l'étranger, l'image française? Oui, je crois que oui, et heureusement. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas suffisant. Et qu'un des défauts qu'on a probablement en France, c'est justement l'excellence. C'est qu'on a des terroirs excellents, on a des savoir-faire excellents, et ça nous a amené dans l'histoire à être, peut-être un peu provoquant, à être un peu paresseux sur les sujets sur lesquels en fait on est en train de se faire tailler des croupières. Et l'exemple de la mozzarella, il est remarquable. Je l'aime beaucoup parce que c'est un exemple que j'avais cité il y a 2 ans lors de la restitution des travaux du think tank agroalimentaire pour comparer avec le camembert. Pourquoi je dis ça? En fait, on fait des produits formidables dans notre pays et on a oublié que si on veut raisonner à une échelle internationale, mais même chez nous, ce n'est pas les produits que les gens vont acheter, c'est des marques. Au sens, pas au sens des marques qu'on connaît, au sens de produits qui ont une valeur de marque. Et une marque, c'est quoi? Ça se construit sur 3 étages. Il y a d'abord un niveau, alors, terme un peu barbare, mais axiologique. C'est quoi les valeurs qui sont intrinsèques à une marque ou à un produit ou une région éventuellement? Après, il y a un niveau narratif. C'est quoi le récit? Qu'est-ce qu'on raconte? Et ensuite, il y a tous les éléments esthétiques, la symbolique, etc. Alors, je parle à côté d'une experte de ces sujets. Mais c'est absolument fondamental. Et en France, on a énormément de talent sur les produits eux-mêmes. Et le reste, le récit, les valeurs, en fait, on les travaille peu. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de cas, elles sont intrinsèques des produits. Je vais prendre un exemple qui, pour le coup, travaille depuis longtemps. Le champagne est une des plus belles marques mondiales, toutes catégories confondues. Mais les gens n'achètent pas du vin avec des bulles, ils achètent la fête. Le champagne, c'est la fête. Et on a plein de produits comme ça en France. La baguette, c'est un super exemple aussi. Sauf que la baguette,
en tant que marque, elle a déjà été déposée à Singapour et ailleurs avec des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'est une baguette. Vous voyez, on a été historiquement relativement paresseux et il faut qu'on se professionnalise pour faire de nos produits magnifiques, de nos terroirs magnifiques, de nos savoir-faire, nos métiers qui sont remarquables. Je pense aussi à un autre qui est le métier des bouchers. On a une technique, des compétences de boucherie en France qui sont inégalées et ça, il faut qu'on arrive à le traduire sous forme de marque avec le contenu que j'évoquais pour créer, et c'était l'objet du think tank il y a 2 ans, pour proposer de créer 20 marques d'excellence mondiales. Mais de façon vraiment très construite, et je terminerai par un exemple simple. Sur la viande, on sait combien la filière, et Jean-Baptiste Moreau était là avant, la filière viande est une filière en tension. Eh bien, le produit qui fait marque aujourd'hui sur les tables des restaurants, voire parfois dans les magasins, c'est l'Angus d'Aberdeen. En Grande-Bretagne, ils n'ont pas inventé viande bovine britannique. Ils se sont dit, on prend une marque, on capitalise dessus, on en crée un imaginaire collectif extrêmement puissant. Et nous avons dilué nos efforts entre des tas de races magnifiques, mais il faut qu'on concentre nos efforts et qu'on crée tout cet imaginaire que j'essayais d'évoquer si on veut réussir à l'export. Donc on a tout pour faire. Stéphanie Rist, en tant que députée du Loiret, ça me fait penser d'ailleurs à Richard Ramos, qui était là tout à l'heure, autre député du Loiret, qui avait fait un coup d'éclat, et avec la baguette d'ailleurs une fois, et puis avec le camembert, me semble-t-il, aussi dans l'hémicycle. L'export, c'est un sujet qui revient, j'imagine, dans nombre de discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est une valeur forte de la France. Est-ce que vous avez souvent l'occasion d'être, pas prise à partie, mais interpellé par les citoyens, justement, pour vous dire, on a besoin de marque, on a besoin d'image, on a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus visible à l'export ? Souvent, ce thème d'export chez les citoyens est abordé à contrario par l'importation. Et en fait, on a besoin de plus de souveraineté et on aborde ce biais de l'export par ce chemin-là. Mais je voulais revenir sur le récit. Je crois que c'est très important ce que vous dites. Et pour moi, un récit qui pourrait être vraiment intéressant, c'est que chaque habitant de la planète a le droit à la qualité et à des produits sains. Et je pense qu'on peut arriver... déjà, à l'échelle européenne, c'est 700 millions d'habitants, que tous les Européens puissent avoir accès à cette alimentation saine. On parle plus d'excellence, mais pour nous, elle est liée, bien sûr. Mais pour l'Européen, ça serait vous allez manger sainement, donc importé de la France. Donc, je crois que le récit pourrait tourner autour de ça. Jérôme Cosne, d'un mot de conclusion, les jeunes qui sont dans nos CFA, vous l'évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'ils sont eux-mêmes prompts à partir à l'étranger pour aller travailler, pour apprendre autre chose, et du même coup, ils essaiment un peu de notre savoir français? Nous sommes, il y a deux aspects. Le premier, c'est que nous participons et nous créons beaucoup d'échanges européens sur les différents métiers. Nous sommes en lien avec la Finlande, avec l'Allemagne, et là, nous partons dans les îles Canaries, tout simplement parce que nous avons des sections qui sont tournées sur le tourisme, et l'export, c'est aussi s'intéresser à des champs professionnels qui ne sont actifs que par l'effet touristique. Les Canaries, c'est le cas. Il y a la seule raison d'être du commerce, des services, sont le tourisme. Donc les formations, vous avez des écoles hôtelières et des écoles de restauration qui sont de vrais hôtels gros porteurs et qui sont des vrais hôtels réels d'application. Donc c'est quand même très intéressant de mélanger. Sur l'autre aspect, nous avons à la sortie de notre CFA énormément de jeunes qui sont aujourd'hui dans des grandes maisons, soit françaises, soit canadiennes, soit américaines, soit autrichiennes, soit japonaises. Donc le CFA est un pourvoyeur d'excellence à l'étranger. Je partage ce qu'a dit notre intervenant sur le fait que l'étape suivante de la démarche que nous avons, mais que nous ne pouvons absolument pas faire tout seuls, c'est de créer effectivement une marque du savoir-faire lui-même, c'est-à-dire du process du savoir-faire de l'excellence. Et ça, effectivement, un établissement comme le nôtre ne peut pas le mener seul. C'est un état d'esprit d'initiative export qui doit être mis en place.
Merci pour ces propos qui soutiennent l'idée de ce Paris Baguette.